Alors j'ai envie de commencer cette vidéo par l'actualité littéraire et en particulier une émission, La Grande Librairie, avec Gisèle Pelicot qui m'a particulièrement bouleversée. Je crois que des 57 minutes qu'a duré cette émission, eh bien je n'ai retenu qu'une seule phrase qui m'a marquée. Je vous refais la petite mise en contexte. Gisèle Pelicot est sur le plateau de Trapenard et à côté d'elle, la journaliste qui l'a aidé à mettre en mots son histoire. Et Gisèle Pelicot explique que pour que cette journaliste la connaisse mieux et rentre dans son intimité, elle a tenu à ce qu'elle vienne habiter chez elle. Et elle voulait qu'elle la voie marcher sur la plage, qu'elle la voie dans sa maison. Et elle a cette phrase de conclusion. Et surtout, je voulais qu'elle me voie préparer les petits déjeuners. Ou un truc du style. Et surtout, je voulais qu'elle voie comment je prépare les petits déjeuners. Et je vous avouerai que sur le moment, je me suis dit, mais sur toutes les phrases qu'elle aurait pu dire sur un plateau d'émission littéraire, finalement, elle va terminer là-dessus. Et c'est comme si la clé qui permettait de rentrer dans l'intimité, dans le monde de Gisèle Pelicot, c'était la préparation du petit déjeuner. Je vais pas vous mentir, je m'attendais pas du tout à ça. Et en même temps, ça m'a bouleversée parce que je me dis que quand on traverse l'horreur et quand on revient des enfers, finalement, ce qui nous relie à l'humanité et ce par quoi on rentre dans l'humanité, ce sont des petits gestes du quotidien, comme la préparation d'un petit déjeuner. Je trouvais que cette phrase était insolite, était une preuve d'humilité, ramener son expérience à finalement quelque chose d'humain et d'universel. Et croyez-moi, c'est resté gravé. Allez, à présent, je vous emmène vous rafraîchir dans un lieu qui me ressource. Profitez-en et on se retrouve tout de suite en salle d'autopsie. Bien, alors nous allons donc procéder à l'autopsie du sujet dit Chroma, qui est né d'après les registres en 2016. Donc c'est parti, vous me passez s'il vous plaît le scalpel. Ziad, dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire, le secteur de la librairie est très mortifère en ce moment, donc on se dépêche. Voilà, donc voilà le sujet dit Chroma. Comme vous le voyez, il ne bouge plus. On peut également observer qu'il n'y a pas de rigidité cadavérique, il est sans doute mort depuis largement plus de 72 heures. Nous allons donc maintenant essayer de déterminer les circonstances de son décès. Donc, nous avons pu prélever ici sur le dos de cette énergumène quelques traces de poussière et de l'ADN de sa mère qui laissent présumer d'une mort il y a plus d'une dizaine d'années, sans doute dans une bibliothèque. On remarquera également qu'il n'y a pas de traces de coups, ni de blessures, ni de scarification. Les organes internes n'ont pas été touchés. Il est mort de sa belle mort ou de sa triste mort. Ce sera à vous de juger. Je vous remercie, mon travail est terminé. Alors, mes chers, que s'est-il passé ? Tout avait si bien commencé. Eh bien, c'est le moment de disséquer les raisons de cet échec. Et je vais le faire avec vous. D'abord, regardez cette couverture de merde. On va le dire, Qui a choisi cette couverture de merde ? Eh bien, moi-même. Pourquoi ? Eh bien, je vous l'explique tout de suite. Le problème, quand vous éditez, non pas que vous éditez, mais le problème, c'est que quand vous confiez votre livre à un éditeur et que vous n'y connaissez rien parce que c'est le premier, vous faites beaucoup d'erreurs. La première, c'est de ne pas vérifier quels sont les
conditions de publication de votre bouquin. Alors, voyez cette couverture, j'en suis entièrement responsable parce que c'est moi qui ai choisi là ce dessin pourri. Je l'ai choisi 5 minutes avant l'envoi à l'éditeur dans la précipitation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Edilivre est une maison d'édition qui propose un package que je considère comme une arnaque. Je le dis, je l'assume. Donc, il ne s'agit pas d'auto-édition. On vous fait un contrat où on vous dit que on va éditer à compte d'éditeur vos livres, c'est-à-dire qu'ils vont être imprimés. En revanche, tous les services périphériques qui font la qualité d'un livre, dont le service première de couverture qui normalement est réalisé par un graphiste, ou encore la correction des coquilles, ou encore la mise en page, ou encore la distribution du livre, j'y reviendrai. Eh bien, tous ces services sont des services en plus, un peu comme quand vous commandez une pizza. Eh bien, moi, j'ai eu la reine, vous voyez, j'ai eu la pâte, j'ai eu le fromage, j'ai eu la tomate, j'ai eu le jambon. J'ai même pas eu le jambon. J'ai eu la pâte, j'ai eu la tomate, j'ai eu le gruyère, et tous les ingrédients en plus étaient en supplément. Et moi, voyez-vous, à l'époque, je n'avais pas une thune. Et donc, je ne me voyais pas et je refusais d'investir 1000 euros dans une correction de coquilles, plus une mise en page d'une première de couverture, plus une distributrice, parce que je me disais bêtement, ça, c'est le boulot d'un éditeur, donc tant pis, je vais faire 100. Grave erreur. Et finalement, ça m'a coûté très cher, pas en argent, mais en réussite du projet. Donc, je signe le contrat. Déjà, chez Edilivre, vous ne recevez aucun avaloir. C'est-à-dire que Edilivre ne vous fournit pas un virement qui correspond à une avance sur vos ventes. En fait, la seule chose qu'il vous fournit, c'est l'impression à la demande. C'est-à-dire que vous allez avoir à charge de fabriquer votre première de couverture si vous ne choisissez pas le service graphiste. Donc moi, évidemment, je me suis rendu compte aussi que la plupart des images, ils n'étaient pas libres de droit. Donc j'ai pris cette photo pourrie de développement personnel parce qu'il y avait des couleurs et que la question des couleurs est au centre de mon bouquin. Mais mis à part ça, on dirait vraiment un bouquin de développement personnel pourri. Et ça n'a absolument rien à voir ni avec le style, ni avec le pitch. Donc déjà, première erreur. Deuxième erreur. Regardez ça. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez chroma, zerbinette, parce que vous êtes fort et que vous savez lire à l'envers. Donc là aussi, ça ne fonctionne pas de se cacher derrière un pseudonyme. Parce que, oui, se cacher derrière une zerbinette quand on écrit des chroniques culturelles, et encore, je n'étais absolument pas cachée, puisque comme vous le savez, j'allais physiquement dans les théâtres, donc c'était très facile de m'identifier. Ça fonctionne dans un petit milieu culturel, ça ne fonctionne pas quand vous voulez vivre de votre plume et quand vous voulez vendre un produit. Les gens ont besoin de savoir qui est l'auteur. Et donc, quand on voit couverture pourrie plus nom d'auteur pourri, parce que clairement Zerbinette, qui au passage est un personnage des Fourberies de Scapin de Molière et que j'adore en tant que pseudo, eh bien, clairement, Zerbinette en tant que nom d'auteur, ça ne fait pas du tout sérieux. On s'attend à tout, sauf à un bouquin d'anticipation haletant, ce qui était pourtant le cœur du projet. Maintenant, mes chers, je vous parle d'un nouveau point, un point qui est capital et que j'ai négligé, c'est le circuit de la distribution du livre. Car, voyez-vous, ce que je ne savais pas, c'est que il existe des hommes et des femmes et des hommes dans le métier, et de distribuer votre livre dans les librairies. Car une fois que j'avais signé mon contrat, déjà j'ai dû acheter mon propre exemplaire. Il ne vous donne même pas un exemplaire en tant qu'auteur. C'est un peu raide et 10 livres, vous êtes vraiment des rats. Et ensuite, eh bien, il vous laisse vous débrouiller pour distribuer vous-même votre livre. Sauf que quand vous allez à la Fnac et que vous demandez à un vendeur à rencontrer la directrice du rayon pour qu'elle commande votre livre, on vous envoie gentiment
balader. Donc je me suis fait virer de la Fnac, je me suis fait virer du Furet du Nord, je me suis fait un peu virer de partout et j'ai très vite compris que personne ne voulait mettre un livre qui vient des 10 livres en rayon, sauf quelques rares libraires de La Réunion, et je vous remercie du fond du cœur, qui me faisaient déjà confiance parce qu'ils lisaient mes chroniques et ils se disaient que ça pouvait pas être un projet complètement minable. Voilà. Donc je me suis retrouvée, en fait, avec des livres que personne ne voulait commander, et finalement, j'en ai vendu 300 exemplaires uniquement grâce aux commandes de 3 libraires à La Réunion. Donc c'est finalement un chiffre énorme si on prend en compte ces conditions. Mais j'ai découvert que lorsqu'un livre est distribué par son autrice et que l'autrice s'appelle Zerbinette et qu'elle vit à La Réunion, eh ben en fait votre livre, il vous reste sur les bras. Alors maintenant, je vous raconte une anecdote que j'ai très très mal vécue à l'époque. En même temps, c'était une belle leçon d'humilité. C'est ma première invitation dans une médiathèque. Parce que bon, voilà, j'avais fait 2 dédicaces, j'avais fini par en acheter des cartons moi-même aussi pour les vendre à des amis qui très gentiment l'avaient acheté. Mais il fallait quand même que je tente l'expérience d'une diffusion un petit peu plus large. Et donc, j'ai eu la chance d'être invitée à la médiathèque du port à La Réunion pour une interview avec une jeune libraire, en tout cas agente de la médiathèque, responsable du rayon livre, on va dire, qui était très investie, très sympathique, qui avait énormément travaillé les questions sur mon bouquin. Et donc, moi, j'y vais le cœur tremblant en me disant, ça y est, c'est ma première intervention littéraire. Alors, évidemment, il y avait eu des affiches, de la communication, donc j'en dors pas une semaine avant, je suis dans tous mes états, on va pas se mentir, c'est votre premier bouquin publié, vous vous attendez à avoir quand même un public des questions. Et là, il n'y a personne. Quand je vous dis personne, une médiathèque immense dans une ville de taille importante, et il n'y a personne. Donc on attend 5 minutes, 10 minutes, et je finis par me rendre compte que il y aura toujours personne. Et donc, grâce à la gentillesse du personnel d'entretien de la médiathèque du port, eh bien, j'ai eu 4 spectatrices. Parce qu'en fait, les dames qui assuraient l'entretien et l'hygiène de la médiathèque, face sans doute à mon dépit, et aussi pour soutenir leurs collègues qui avaient préparé des questions passionnantes, sont restées pour écouter. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire jusqu'à ce jour en médiathèque. Et pour ça, je les remercie du fond du cœur. Ceci est une petite transition de l'autrice, filmée par son bec, qu'on appellera une ellipse temporelle, pour vous mener en douceur à la fin de cette vidéo. Merci et restez encore quelques secondes avec moi. Pourtant, un jour, ça va fonctionner. Je vais avoir un vrai contrat. Je vais avoir une vraie maison d'édition qui veut me publier. Mais ça ne se serait jamais produit si je n'avais pas laissé parler dans mon premier thriller un pan de ma vie que j'avais toujours caché et jamais assumé. Car oui, mesdames, messieurs, grâce à ce cliffhanger que vous n'avez pas vu venir, dans la prochaine vidéo qui sera postée mercredi à 10h, je vais enfin vous révéler mon passé sombre de charcutière.